pour la qualité de ta présentation et la qualité de tes travaux. Passons maintenant à la deuxième phase de la soutenance, qui est phase de questions. Donc, je donne la parole au professeur Hamdan Nasser de l'USTHB pour poser ces questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, tout comme je remercie le candidat pour la clarté de son exposé, le document également qui était assez clair dans la présentation de la problématique et des différentes contributions. On a bien compris, donc, vous êtes attaqué au domaine général, on va dire, des web services, donc sur tout ce qui concerne la sélection, composition et ainsi de suite, mais plus particulièrement ciblé sur les problèmes donc, de l'énergie et de la qualité de service. Et au niveau du transparent 4, d'ailleurs, vous êtes fixé 3 challenges, donc 3 défis. Il me semble que c'est la 4. Voilà. Donc la gestion optimale, passage à l'échelle, sensibilité, et puis quelques aspects d'hétérogénéité. Mais quand vous avez conclu sur le premier algorithme, vous avez parlé des 2 défis, gestion optimale, passage à l'échelle. Qu'en est-il du troisième, là, la sensibilité au contexte? Donc la sensibilité au contexte ici, donc le contexte énergétique, il est exprimé à travers, soi-disant, ce qu'on a appelé l'autonomie du service. Donc le service s'exécute, donc il est caractérisé par une autonomie qui change dynamiquement en fonction de l'utilisation de ce service. Donc ici, on peut dire que le contexte ici, on peut le caractériser par l'autonomie qu'on a définie dans le modèle énergétique. C'est dans ce sens que vous dites sensibilité au contexte? Oui. Parce que ça n'apparaissait pas d'une manière explicite, c'est pour ça que je posais la question. Et les caractéristiques d'hétérogénéité, dynamicité et tout ça, c'est pour le futur ou c'est déjà pris en compte? Non, c'est des choses qu'on n'a pas traitées. D'accord. Et à un certain moment dans votre système, vous parliez de ne pas tenir compte des services dégradés. Comment constatez-vous la dégradation d'un service? Vous l'évaluez comment? Par rapport à quel algorithme? Le premier. Le premier ou le second? Le premier. Hein. Vous pouvez aller d'ailleurs au transparent 8. D'accord. Voilà. Donc en termes de qualité de service, nécessité de prendre en compte telle que l'apparition, la dégradation de la qualité de service. Comment vous... La dégradation donc de la qualité de service peut être... donc on peut avoir la dégradation. Donc la raison c'est la mobilité, soi-disant des usagers, des utilisateurs, ou encore des dispositifs. Donc, ce qui fait qu'un service qui participe donc dans la composition, donc au cours de la composition, la qualité peut-être ne reste pas fixe, donc elle se dégrade. Et du coup, donc... Mais comment vous quantifiez cette dégradation? À partir de quoi vous vous assurez que ça s'est dégradé et que ça ne s'est pas amélioré, par exemple? Pardon? Comment quantifiez-vous la dégradation? Sur quoi vous vous basez pour dire que ça s'est dégradé? C'est ça que j'ai pas saisi. C'est par rapport aux exigences de l'utilisateur. Par exemple, on a un service et l'exigence de l'utilisateur. Un service, par exemple, un service quelconque et le paramètre qui est caractérisé par des paramètres de qualité de service, entre autres le prix. Par exemple, le prix, l'utilisateur fixe comme, par exemple, contrainte ou comme besoin, soi-disant, un prix qui ne dépasse pas, exemple, 10 €. Et à un moment donné, donc ce prix, si sa qualité se dégrade, ça veut dire le prix augmente. Donc là, on ne satisfait pas les besoins de l'utilisateur. Donc on dit que ce service se dégrade. Et cette dégradation, on l'a donc quantifiée dans l'évaluation de performance par le facteur de tolérance. C'est-à-dire l'utilisateur peut tolérer une dégradation de la qualité de service de 10%, 20%, 30%, par rapport à la qualité optimale, bien sûr.
Donc si je reviens aux paramètres de qualité de service, c'est l'utilisateur qui les fixe, qui définit ces paramètres. C'est bien ça? Non, non, c'est le système. Les services, ils sont caractérisés par des paramètres et l'utilisateur, donc, il est conscient de ce qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rajouter son propre facteur de qualité de service? Non, non, non. Et donc c'est limité, là. C'est pas l'utilisateur qui définit c'est le système. Donc, dans un contexte, par exemple, dans une application temps réel, les utilisateurs ont tendance à se focaliser sur le temps de réponse. Dans, par exemple, les applications commerciales électroniques, on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur la sécurité. Donc, les paramètres de qualité de service, ils sont là. On peut l'algorithme supporte, soi-disant, l'extension du nombre de qualités de service. Donc, c'est pas fixe. On n'a pas pris 3 ou 4. C'est pas fixé a priori. Non, je reprends peut-être ma question autrement. Si c'est pas l'utilisateur qui fixe quelques facteurs de qualité de service, ça veut dire qu'il doit être nécessairement au courant des autres facteurs de qualité qui sont dans tous les services qu'il veut utiliser? Oui, il est au courant donc lui, il exprime ses préférences par rapport aux facteurs existants, par rapport aux facteurs qu'il y a. Donc, il est au courant des facteurs, des paramètres de qualité de service qui sont dans le système. Oui. Oui, mais vous imaginez, si on doit connaître tous les facteurs de qualité de chaque service et tout, ça me semble pas très viable, hein? Ou alors je me trompe. Ça veut dire que, je ne sais pas, pour un domaine particulier, je suis en train de chercher, je veux atteindre tel but, donc je demande à l'atteindre. Donc le système va me chercher les différents services qui concourent une fois composés, qui concourent à ce but. Je serai obligé d'aller regarder pour chaque service quelles sont les qualités de service disponibles. Non, c'est pas ça. Donc, voilà, donc dans la littérature, donc il est couramment admis qu'il y a 5 ou 6 paramètres qui sont les plus utilisés. D'accord. Le temps de réponse, la fiabilité, disponibilité, réputation, coût, etc. Il y a 5 ou 6 qui sont vraiment, soi-disant, qui sont couramment utilisés. Les autres dépendent, par exemple, du domaine d'application. On peut avoir... Et il n'y a pas un dispositif qui permet une exception pour un domaine particulier? Oui, c'est dans tout le système. Ça, c'est un algorithme qu'on intègre dans, soi-disant, un framework. Donc, il y a on appelle un module de gestion des préférences de l'utilisateur, bien sûr, par rapport aux paramètres de qualité de service. D'accord. Une fois avoir sélectionné les services, imaginons que 2 services se valent, à tout point de vue. Lequel le prendriez-vous? Une fois qu'on a fait la sélection, pardon, oui. Et imaginons que 2 services se valent, en termes de qualité de service, pour tout ce que vous voulez comme facteur que vous aurez pris. Ça, c'est impossible. Parce qu'on se focalise sur les services qui ont la même fonctionnalité, ils sont différents par rapport aux paramètres de qualité de service et l'énergie. C'est ça ma question. Imaginons que ces paramètres de qualité de service et tout sont équivalents. Ça peut être possible, non? Oui, oui. Et dans ce cas, que fait-on? Pratiquement, on n'a pas pensé à... D'accord. Ça, dans la description, par contre, dans la description de l'algorithme, quand on a défini, c'est-à-dire la comparaison entre 2 paramètres, on a introduit le concept de l'identifiant d'un service. C'est-à-dire chaque service a un identifiant qui est soi-disant numérique. Quand 2 services ont la même qualité, on prend celui qui a l'identifiant le plus faible. Très bien. Je continue toujours. Donc, pour le premier algorithme, EQSA, vous avez fait une évaluation. Je crois que vous êtes arrivé à quelques résultats quand même assez probants. Mais il y a juste quelque chose qui m'a étonné. C'est que vous avez pris l'algorithme que vous avez proposé, c'est ça, hein, EQSA. Oui. Et vous l'évaluez en le comparant avec ses variantes. C'est-à-dire en prenant en compte la dimension énergie et qualité de service.
Moi, je m'attendais à ce que vous le compariez avec d'autres algorithmes. D'accord. Donc nous avons ici, pour la comparaison, nous avons comparé la complexité algorithmique de notre algorithme avec une catégorie d'approche de sélection qui est basée sur la dominance de Pareto. Donc notre algorithme est meilleur en termes de complexité par rapport à ces approches. Donc ça, c'est la première comparaison qu'on a. Que celle-ci. Nous avons comparé uniquement à... C'est par rapport au concept de la dominance que nous avons choisi de comparer avec cette catégorie d'algorithmes de sélection. Voilà, mais ma question, pourquoi uniquement cette catégorie? Parce que c'est la plus significative par rapport à ce qu'on a fait, parce qu'on se base sur la dominance de Pareto. Et donc à partir de là, vous vous êtes dit, donc mon algorithme est meilleur. Oui. Et donc pour l'évaluation, il vous a suffi de l'évaluer avec les variantes du même algorithme. Oui, donc du moment qu'il a une complexité meilleure par rapport aux autres. Oui, mais on aurait souhaité regarder les résultats de près d'évaluation. D'accord. À mon avis, votre évaluation aurait beaucoup gagné à être mise en parallèle avec d'autres algorithmes. Pourra le faire comme... Ben oui, c'est plus explicite quand vous direz le temps d'exécution de mon algorithme. Il donne tant par rapport au temps d'exécution d'un autre. On regarderait mieux, on évaluerait mieux, on quantifierait. D'accord? Très bien. Donc, cet algorithme, il opère une réduction d'énergie. Oui. Comment cela se fait? Concrètement, comment vous arrivez à réduire? Je n'ai pas bien saisi. Notamment quand je vais dans votre formule en transparent 21, je crois. Voilà, la dominance relative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la ligne 6? Comment vous êtes arrivé à ça? Donc ici, comment on vise l'objectif de réduire la consommation énergétique? Nous avons pris donc la dominance relative comme étant un facteur de la dominance relative par rapport à la qualité de service. Donc là, c'est comme une pondération en plus par rapport aux préférences de l'utilisateur. Donc, on a donné plus d'importance ici à la dominance basée sur le profil énergétique que la dominance basée sur la qualité de service. Donc ici, dans la dominance relative, donc la dominance relative, elle se calcule en fonction de la dominance basée sur le profil énergétique. Donc ici, plus un service est efficace en énergie, c'est-à-dire son profil énergétique est faible, plus sa dominance est grande, est importante. Donc si elle augmente, du coup, ça va augmenter la dominance relative. Et du coup, donc, il sera parmi les services qui maximisent cette valeur et sera choisi pour la composition. Très bien. Je passe rapidement donc au deuxième algorithme, donc puisque c'est une deuxième contribution, et vous situez cette contribution à partir des limites de la première. Oui. En disant que ça ne prend pas en compte les contraintes globales. Oui. Donnez-moi un exemple de contrainte globale en termes de qualité de service. Par exemple, l'utilisateur, il pose la contrainte sur par exemple, le coût. Le coût du service global ne doit pas dépasser, par exemple, 100 €.
Si je veux par exemple un service composite qui est donc constitué de plusieurs services, moi j'ai comme budget par exemple 100 euros, je borne ça avec une contrainte, et ça c'est une contrainte globale. D'accord. Généralement, donc on a pas mal de contraintes globales qui sont posées par l'utilisateur. Oui. Est-ce que je dois comprendre par là que pratiquement je prendrai que le deuxième et j'oublierai le premier, ou comment que ça se passe? Pardon? Donc dans quel cas j'utiliserai le premier, dans quel cas le deuxième? Comme il y a deux contributions, et comme vous présentez la deuxième comme étant une amélioration de la première, puisqu'elle pallie aux limites. Donc on doit toujours cibler la deuxième et on oublie la première, ou comment? Non, c'est ça que j'ai pas saisi. Non, la première, elle traite, c'est dans la sélection et composition, nous avons les approches locales, les approches globales. Donc les approches locales, comme l'algorithme EQSA, ne tiennent pas compte des contraintes globales de qualité de service. Les approches globales comme CQSA tiennent compte des contraintes globales de qualité de service. Donc, quand nous n'avons pas de contraintes à imposer, et on utilise le premier algorithme. Le premier algorithme, ce qui a traité par rapport au second, c'est la dimension énergétique. Donc, pour le moment, nous n'avons pas traité la dimension énergétique Dans le second, oui. Donc, si on compte le faire, c'est ce qui est fait en perspective. Mais si vous le traitez dans le second, on va oublier le premier? Non. Donc il faut les deux. Et voilà. Donc, le premier, c'est juste la sélection, sans composer. Le second, il fait la sélection et la composition. D'accord. Bon, je ne vais pas plus retenir. Il me resterait peut-être un dernier constat à faire. Bon, je vous remercie, hein, c'est un excellent travail. On sent que derrière, donc, il y a eu beaucoup de réflexion et tout. Bon, je parlais d'évaluation et tout, mais quelque part, votre travail a été validé par le fait que vous avez publié donc, dans I3 Transactions. Donc, c'est une très très bonne chose. Par contre, j'ai été étonné de ne pas voir que vous avez participé à des conférences. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'en général, c'est l'inverse. C'est-à-dire, pour arriver à maturer une publication, on passe par voilà, des différentes présentations. Ça dépend. C'est comme ça que je vois les choses. Du moment qu'il y a des résultats assez matures et qu'on peut faire un papier revue, pour moi, c'est pas la peine de passer par une conf. Parce que si on passe par une conf, pour une revue, ça va être un peu facile. Non, attendez, doucement. L'idée n'est pas de dire pour publier, je dois passer par une conf. C'est pas ça l'idée que je voulais instaurer. C'est de dire que généralement, quand on fait une recherche, de la recherche, avant d'arriver à penser à publier, il faut que le travail soit mature. Et tout naturellement, avant qu'il ne soit mature, on passe par un cycle de présentation, par exemple, dans des conférences. Donc un travail normal aurait été de passer par multiples présentations à travers des conférences, par exemple, pour maturer le travail et enfin aboutir à une publication. Maintenant, si vous me dites, vous, à la première année, vous pensez tout de go et vous avez votre travail pour un public, il y a un petit souci quelque part. Et vous avez mis combien d'années pour publier ici? 4 ans. 4 ans. Donc moi, je parle à la 2e année, à la 3e année. Vous avez certainement fait des étapes dans votre travail, parcouru des étapes. C'est ces étapes-là qu'il aurait fallu faire évaluer, entre autres, à travers ce type de conférence. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il n'y ait qu'une seule publie sans passer par cette étape-là. Je comprends le souci des étudiants de vouloir publier à tout berzingue pour assurer leur soutenance, d'accord. Mais il y a une logique dans un travail de recherche. Cela dit, ça ne démérite pas ce que vous avez fait, je vous en remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Hamdou Nasser. Donc, je donne la parole au professeur.